Alors oui, aujourd'hui c'est le jour du tout dernier bilan lecture de l'année. Ça fait un petit peu peur, mais... Alors d'abord je vais vous parler des livres que j'ai commencé mais que je n'ai pas fini. Et oui. Alors j'ai commencé Winter de Dan Gopnik, 5 Windows on the Season. Je suis vraiment pas arrivée très loin, je suis à la page 20 et c'est vraiment passionnant. J'ai surnoté un peu partout, surligné et noté un peu partout plutôt, et annoté. Mais en fait j'ai pas envie de lire ce livre maintenant, enfin j'avais pas envie de lire ce livre maintenant, donc il va encore attendre un petit peu malheureusement. Je vais quand même tenter de le finir cet hiver, mais je ne le sens pas, je vous le dis, donc voilà. Et j'ai aussi commencé, mais je n'ai pas fini, Warriors, édité par George R.R. Martin et Gardner Dozois. J'ai lu plus de la moitié, je suis là, voilà. Je voulais vous faire une chronique, au moins des premières nouvelles, mais en fait ça va prendre énormément de temps. Donc je vous le ferai quand j'aurai fini ce livre. Je pense que certaines nouvelles m'ont tellement marqué que je vais pouvoir vous en parler sans problème. Et voilà, il me reste je crois 5 nouvelles à lire. Donc ce sera pour 2019. Et maintenant on passe au livre que j'ai terminé. Le tout premier livre que j'ai fini c'est Blonde de Joyce Carol Oates. Je vous en ai parlé dans mon vlog, puisque j'avais consacré un vlog juste à ce livre. Alors j'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a gêné dans ce livre, la seule chose en fait qui m'a gêné dans ce livre, c'est le fait que ce soit une traduction. Ce qui est bien dommage, parce que j'ai pris l'habitude de lire Joyce Carol Oates en VO. Et vraiment j'adore son écriture en VO. J'aime tout. J'aime les digressions, même les digressions un peu trop longues, où je me dis tu vas un petit peu trop loin. Même ça j'aime quand même, parce que ça fait partie de son style vachement dense, tout ça. Et j'ai trouvé que la langue française ne se prêtait pas bien à ce jeu de mots, à ce jeu de style qu'est le style de Joyce Carol Oates justement. Et donc ça rendait pas tellement bien, mais j'ai tout adoré, c'était génial. C'est une biographie romancée, donc c'est pas vraiment une biographie stricte de Marilyn Monroe. L'auteur l'explique en préface, elle dit qu'elle a pris certains moments de la vie de Norma Jean Baker et qu'elle les a magnifiés, qu'elle les a mis en avant, qu'elle n'a pas tout raconté. Par exemple, Marilyn Monroe a fait plusieurs tentatives de suicide, elle ne parle que d'une ou deux tentatives, mais pas de toutes. Elle a eu plusieurs amants, elle ne parle que de certains amants. Et justement, cette façon de prendre certains éléments et d'en faire des symboles, un peu comme si elle participait à la légende, entre guillemets, à la légende d'une vie un peu mythifiée, tout ça, je trouve que c'est génial parce que le lecteur lit et il se rend compte à certains moments, ah bah là je me rends compte que c'est un peu confus et on se rend compte qu'il y a plus que ce qui est raconté dans le livre et je trouve ça génial. Il y a aussi une grosse confusion dans ce livre et j'ai adoré aussi parce que c'est quelque chose qu'utilise beaucoup Joyce Carol Oates dans ses romans, notamment grâce à ses narrateurs qui sont un peu... qui sont peu dignes de confiance. Le lecteur en lisant la narration se dit, en lisant les passages de narration se dit bon d'accord, je peux pas vraiment croire le narrateur, est-ce qu'il dit vrai ou est-ce qu'il invente, est-ce qu'il me ment? Et c'est le cas ici avec le narrateur mais aussi avec le personnage principal qui est Norma Jean, parce qu'on sent que la folie s'insinue peu à peu dans sa vie et on se doute que parfois elle nous dit des choses qui ne sont pas vraies ou qu'elle invente ou qu'elle oublie carrément des parties de scènes qui seront mises un peu plus loin dans le roman et donc on va redécouvrir la scène avec les éléments qu'elle a oubliés ou qu'elle n'a délibérément pas mentionnés. Et c'était génial, voilà, j'adore ce livre. Et aussi un autre gros truc que j'ai adoré, c'est l'omniprésence du cinéma, même au sein de la narration, c'est-à-dire que quand le narrateur nous raconte l'histoire, il emploie des termes liés au domaine du cinéma et j'ai trouvé que ça faisait de la vie de Norma Jean Baker un film et j'ai trouvé ça génial parce que sa vie tourne autour du cinéma. Donc voilà, c'était très bien fait. Ça faisait une belle mise en abîme, c'était très bien. Donc je vous le recommande. Si vous pouvez le lire en VO, c'est mieux. Si vous le lisez en VF, sachez que parfois ça va être un petit peu bizarre la façon dont c'est écrit. Mais c'est top. Bon, bien sûr, je n'en parle pas, mais il y a énormément de réflexions sur la misogynie, d'Hollywood, tout ça. Je vous ai fait une chronique super longue sur le blog. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller la lire. Je vous mettrai le lien vers le blog dans la description, comme d'habitude. Mais voilà, il y a énormément de réflexions sur tout un tas de sujets.
Les romans de Joyce Carol Oates lui permettent souvent d'aborder énormément de sujets différents, ce qui fait de l'œuvre quelque chose de super dense, de super intéressant. Et on pourrait se dire ça va faire un gros fouillis et ça va donner un truc... Voilà, on s'en fout un peu, mais en fait non, c'est juste génial. En même temps, je ne suis pas très objective, je suis une grosse fan de Joyce Carol Oates, donc... Et j'ai adoré la fin. En tout cas, la fin choisie par l'auteur. Mais tout ça, j'en parle dans le blog, j'arrête. Ensuite, j'ai lu Magie secrète d'Hervé Joubert, le premier tome de sa série appelé Beauregard apparemment. On va suivre le détective Charles Beauregard qui vit à Sequana, capitale de l'Empire. Et en fait, cet empire est un monde parallèle, entre guillemets. Enfin, c'est notre monde, mais avec des êtres féeriques. Oui, je peux dire des êtres féeriques, il me semble. Oui, voilà. L'empereur veut, en quelque sorte, éradiquer la magie de Sequana. Et Beauregard a bien conscience que ce n'est pas possible et que ça risque d'entraîner des catastrophes pour l'Empire, tout ça, tout ça. Mais on suit aussi Beauregard dans une enquête. Et là, vous allez vous dire, oui, mais tout ce que tu nous as dit, là, on ne dirait pas vraiment qu'on suit une enquête. Alors, le problème de ce livre, il est bien, enfin, j'ai bien aimé. Et j'étais à fond au début, je me suis dit, oh là là, ça va être un gros coup de cœur, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, je me suis rendu compte que l'auteur avait voulu mettre beaucoup trop de choses dans ce livre, ce qui fait du bouquin un truc assez confus. L'univers est génial. Il est super développé, mais beaucoup trop par rapport à l'intrigue, qui du coup se perd un peu et s'effiloche, on sait plus trop... Enfin, on sait suivre un espèce de fil rouge, on sait où ça va, mais en même temps, on s'en fout un peu, j'avoue. Puisque l'univers prend vraiment beaucoup de place. Et les personnages du coup sont assez plats et assez caricaturaux. J'ai adoré les références littéraires et historiques, mais en même temps, je trouve que ça fait très élitiste, parce que les gens qui n'ont pas les références... ils lisent ça et ils disent oui bah d'accord très bien mais je comprends pas, enfin je comprends pas l'intérêt de l'avoir intégré dans le livre. Et je trouve ça vachement dommage parce que du coup il y a beaucoup de gens qui vont, enfin beaucoup de gens, certaines personnes vont pas comprendre certaines références et c'est dommage parce que ça apporte énormément à l'univers. Donc je sais pas trop, enfin moi j'ai aimé reconnaître certaines références, bon il y en a d'autres j'avoue j'ai pas reconnu, enfin je ne suis pas... je ne connais pas tout surtout dans tous les domaines. Mais par exemple, quand le narrateur nous présente un personnage, je vais y arriver, qui s'appelle Gustave, qui est ami de Beauregard et qui est graveur, j'ai tout de suite compris que c'était Gustave Doré, avant même qu'il apparaisse. Et j'étais ravie parce que j'adore les illustrations de Gustave Doré, je trouve qu'elles sont magnifiques. Mais voilà, une personne qui ne s'y connaît pas va se dire oui d'accord, il a un ami qui s'appelle Gustave, et alors pourquoi il l'introduit aussitôt? Et enfin je vois pas l'intérêt, ce genre de choses. Il y a aussi une référence à Gérard de Nerval, je pense que il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre que c'est Gérard de Nerval s'ils ne connaissent pas le contexte de sa mort par exemple, ou le contexte de sa vie, qui il était, tout ça. Enfin, c'est assez flou du coup pour un lecteur lambda entre guillemets, toutes les références ne seront pas comprises, et toutes les références n'ont pas été comprises par moi. Et du coup c'est un peu dommage parce que le lecteur peut se dire, l'auteur est en train de me prendre pour un idiot, et ça m'agace fortement. Il y a aussi beaucoup de références mythologiques, j'ai adoré l'univers du coup parce que c'était, voilà, c'est un univers de rêve pour quelqu'un qui aime les références littéraires, les références historiques, qui aime la magie, tout ça, c'est génial. Rien que l'impératrice s'appelle Titania et l'empereur Oberon, bah oui d'accord, c'est une référence à Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, mais tout le monde ne le sait pas et donc voilà, j'ai l'impression que les références peuvent être acceptées et appréciées que par certains lecteurs et du coup c'est un petit peu dommage. Et en gros donc Sequana je pense est Paris, et donc ce roman nous présente un univers, une histoire alternative en fait, et je trouve ça génial, vraiment c'est super. Mais comme je vous l'ai dit, le problème, personnages caricaturaux, on ne sait pas trop pourquoi le personnage féminin est là, à quoi elle sert, et en plus cette romance qui naît d'où. Charles Beauregard m'a beaucoup fait penser à... Bah je crois qu'il s'appelle aussi Charles Beauregard en fait. Charles Beauregard m'a beaucoup fait penser au Charles d'Anno Dracula, puisqu'il s'appelle à peu près de la même façon, si pas de la même façon. Le problème c'est que ce Charles dans Anno Dracula m'a semblé beaucoup plus cohérent et beaucoup plus logique que Charles Beauregard ici, puisque le personnage a 20 ans, ou va avoir 20 ans je crois, mais il n'a pas du tout la personnalité de quelqu'un de 20 ans, enfin je veux dire on dirait qu'il a vécu la vie d'un homme de 50 ans, le nombre d'expériences qu'il est censé avoir eu, ça me semble très peu cohérent, même du point de vue de sa vie amoureuse.
Je sais pas, je trouve le personnage très peu cohérent. Il y a aussi quelques clichés dans ce livre qui m'ont un peu agacée. En fait, je me suis dit, c'est vraiment dommage de créer un monde pareil qui pourrait avoir tellement de potentiel et d'en faire ça. Et oui, donc l'enquête, à un moment donné, en fait, on s'en fiche. Et donc les personnages aussi. Donc en fait, la seule chose qui nous intéresse, c'est l'univers et voilà, c'est tout. Bon, l'écriture est pas mal aussi. Mais voilà, je vous ai fait aussi une longue chronique sur ce livre. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à la lire. Parce que j'ai encore beaucoup de livres à vous présenter. J'ai ensuite relu Antigone de Jean Anouilh que j'adore toujours autant. Voilà, j'ai adoré. Cette fois j'ai pu la noter. J'avais oublié mon crayon gris d'ailleurs le jour où je suis partie avec ce livre et donc j'ai dû demander un crayon gris dans le train, c'était ridicule. Voilà, j'ai adoré l'histoire d'Antigone revue par Jean Anouilh. Que vous dire de plus? C'est une de mes pièces préférées. Ensuite, donc j'avais commencé Warriors, mais je ne l'ai pas terminé. Et tous les livres que vous voyez ensuite, enfin en tout cas un certain nombre des livres que vous allez voir maintenant, vous les verrez aussi dans le vlog. Donc je n'ai peut-être pas trop en parler. Alors d'abord on a la trilogie Siegfried d'Alex Alice, donc Siegfried. Le tome 2, La Valkyrie, et le tome 3, Le Crépuscule des Dieux. Les graphismes sont magnifiques. Je vais tenter de vous montrer. Voilà. Très très beau. Donc dans ces livres, j'ai adoré les illustrations qui sont top. J'ai adoré l'écriture parfois, parce qu'il y avait de très beaux moments. Les couleurs aussi sont très belles. J'ai adoré que ça reprenne des légendes nordiques, de la mythologie nordique, puisqu'on a Odin, on a les Valkyries, la terre, tout ça. J'ai découvert que c'était une réécriture du mythe de Brunhild et Siegfried, et je ne le savais pas du tout. Voilà, donc c'est pas plus mal. Hein. C'est la légende de Brunhild qui a inspiré la légende de la Belle au Bois dormant. Voilà. Donc c'était très bien fait, très génial. C'était vraiment bon. Et mon préféré reste quand même le tome 3 que j'ai adoré. Alors, je vais quand même vous dire les choses que j'ai préférées dans chaque tome. Donc dans le tome 1, il était bien mais je l'ai trouvé un petit peu trop court, je sais pas trop pourquoi. Et dès le début j'ai aimé le personnage de Mime qui apporte un ton un peu léger, de l'humour qui aurait pas dans une réécriture de conte nordique vu que c'est assez solennel et assez sérieux on va dire. Donc il y a un petit côté léger apporté par ce personnage, du coup j'aime beaucoup Mime. Le tome 2, j'ai adoré la scène entre Odin et sa fille. Encore une fois j'ai adoré la réécriture, la mythologie nordique, l'humour de Mime, mais aussi la représentation de la vie éternelle par la pomme d'or. J'ai trouvé ça vraiment très beau et très poétique on va dire. Et dans le tome 3 on a pas mal de révélations, par exemple l'identité de... Je ne me souviens plus du nom de ce personnage, de la sorcière. C'était sympathique. On découvre aussi l'origine de la loi. On voit Odin, on voit la terre, Mime aussi, oh là là. Il y a aussi des passages qui m'ont brisé le cœur dans ce dernier tome. Il y a aussi des belles scènes épiques. Enfin voilà, c'était vraiment très beau et très émouvant. Et voilà, donc c'est mon tome préféré de la série. Vraiment, si vous aimez la mythologie nordique ou quoi, foncez. J'ai ensuite lu Neige de Maxence Fermine qui est une déception parce que je m'attendais à un roman et en fait c'est plus un conte. On va suivre Yuko, je me souviens même plus du nom du personnage. Yuko qui écrit des haïkus sur la neige et qui va rentrer dans un voyage initiatique, tout ça. Et j'ai pas du tout aimé, notamment pour l'image de la femme dans l'histoire. C'était... Enfin non. Trop de clichés, trop de raccourcis, c'était trop court pour que les personnages soient vraiment... autre chose que des caricatures en fait, et voilà. Et j'ai pas trouvé tellement l'écriture poétique, enfin c'est surtout répétitif. Donc j'ai fait une chronique sur le blog si vous voulez un avis plus approfondi. J'ai ensuite lu La 7ème vague de Daniel Glatauer, le deuxième tome dans la série Amy et Léo. Le premier tome c'était Quand souffle le vent du Nord. Et j'ai pas du tout retrouvé la magie du premier tome puisque j'avais bien aimé, enfin c'est une duologie de romance et c'est pas du tout mon délire. Donc j'ai adoré le premier tome qui m'a semblé vachement original et la fin était très frustrante et en même temps je me dis qu'elle était nécessaire et que le deuxième tome n'était pas du tout nécessaire lui. J'ai trouvé qu'il était un peu sans intérêt en fin de compte, même si je déteste dire ce genre de choses de livres, c'est triste de dire ce genre de choses d'un livre, mais en fait si, il n'était pas du tout indispensable. Je pense qu'on aurait pu rajouter un épilogue à la fin ou alors 2-3 chapitres en plus à la fin de Quand souffle le vent du Nord et ça aurait été un bon stand-alone. Peut-être un peu décevant parce qu'il aurait été assez peu original en fin de compte, mais là du coup j'ai trouvé que ça détruisait le premier tome et l'originalité du premier tome. Donc voilà, un peu dommage, un peu logique et un peu déçu. La seule chose qui était intéressante c'est la scène où Amy se rebelle un petit peu entre guillemets et montre son féminisme en quelque sorte. Elle montre qu'elle n'est pas un objet et qu'elle n'est possédée ni par Léo ni par son mari, ce qui était vachement bien. Mais sinon, voilà, ça m'a plutôt agacée, je trouvais ça un peu répétitif et j'ai pas tellement accroché.
Voilà, non. C'est vrai qu'il y avait énormément de mots répétés et ça m'agaçait assez aussi. Ensuite j'ai fait un tour du côté de la BD, des mangas. J'ai lu pratiquement plus que ça en fait en fin d'année. J'ai lu Simon's Cat, Dodo, Bobo, Veto que j'ai adoré parce que voilà, Simon's Cat je retrouve mon chat à chaque fois, donc je vais tenter de vous montrer un truc où c'est vraiment Mishka. Parce que j'ai vu ça et j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit mon dieu mais c'est mon chat. Je sais pas si vous... Ah oui c'est là. Voilà. Ça c'est Mishka quand j'essaie de lui mettre une pipette, vous voyez. Et les réactions c'est exactement ça. Sauf qu'en plus de faire ça, moi elle court partout dans l'appart en cherchant sans doute le responsable de la petite goutte qu'elle a eu dans le cou. Voilà. Mais voilà, j'adore Simon's Cat. J'aimerais bien d'ailleurs avoir les livres en VO ou en VF. En fait, ça change rien vu qu'il n'y a pas de parole dans... D'ailleurs, il y a une partie en couleur dans celui-là. Ça change rien du tout de les avoir en VO ou en VF. Et voilà, j'adore. Je passe toujours un bon moment avec le chat de Simon. Ensuite, j'ai lu Plume, un amour de chat, tome 1 d'Oshino Natsumi. Donc l'auteur s'est inspiré de ses propres chats pour écrire l'histoire et j'ai adoré. Voilà. À partir du moment où il y a des chats, d'ailleurs vous allez retrouver beaucoup d'animaux et de chats notamment dans cette fin de bilan. J'ai adoré. Et je trouve que les graphismes sont très beaux. L'histoire est pas trop enfantine, pas trop bébête on va dire. Enfin, c'est un peu bête de dire ça mais c'est pas trop enfantin, voilà, c'est pas... ça peut aussi s'adresser à des adultes sans problème. Et ça reste pourtant mignon et léger. Et voilà, il y avait aussi un chat noir à un moment donné, voilà, donc... parfait. Ensuite, j'ai lu Une vie aux eaux, tome 1 de Saku Yamamuro, qui est aussi original en fait, puisque l'héroïne a un don particulier qui se focalise sur l'odorat. Et j'ai trouvé ça super parce que j'ai jamais vu ça dans un autre livre que Le Parfum que j'ai détesté. Mais qu'il faudrait que je relise quand même parce que je l'ai détesté, mais peut-être que c'était le mois d'avant qu'il le détestait et que peut-être mon mois de maintenant l'aimera beaucoup plus. J'ai adoré, c'était voilà, la vie dans un zoo. Et il y a des petites réflexions sur le bien-être des animaux, ce que c'est que la vie d'un soigneur, tout ça. J'ai bien aimé les illustrations et à partir du moment où il y a des animaux, c'est bon, ne me juge pas. Ensuite j'ai lu The Ancient Magus Bride, tome 2 de Kore Yamazaki. J'avais lu le tome 1 cette année mais je sais plus trop quand. Et en fait non, finalement j'avais raison, rien qu'avec l'impression que m'avait laissé le premier tome. Quelque chose me dérange dans ce tome et c'est la relation entre les deux personnages principaux. Je n'aime pas du tout ça, j'ai l'impression que c'est malsain, non, je n'aime pas. Pourtant j'aime beaucoup la magie et les graphismes. D'ailleurs il y a aussi des chats dans ce livre, comme quoi les chats sont partout. J'aime beaucoup la magie dans ce livre et l'idée de sorcier, tout ça, mais sinon, non. Il y a un moment donné où apparaît aussi la reine des fées. Quoi? Mais voilà, donc l'univers est bien, mais non, la relation entre les personnages commence vraiment à devenir malsaine et donc je n'aime pas ça du tout. Enfin, ça me paraît malsain, après peut-être que pour certains non, mais moi j'aime pas, voilà. Donc je sais pas si je continuerai la série. Ensuite, j'ai reçu pour Noël Blog, tome 2, L'Union fait la force de Maliki et je l'ai lu. Parce que c'est génial et que voilà. Donc je l'ai lu très rapidement après l'avoir reçu. Bon, j'aime toujours autant. Hein. Rien n'a changé dans mon appréciation de Maliki, c'est toujours aussi génial. Toujours aussi drôle, toujours des passages sérieux, toujours des passages de réflexion. Là, il y a un strip sur la chasse où j'étais là genre, mais je suis tellement d'accord. Toujours des chats, toujours d'autres animaux d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que des chats. Par exemple, il y a aussi des poules. Voilà, donc toujours un mixte entre... lucidité, humour, tristesse, sérieux, réflexion, voilà, donc tout est génial dans Maliki. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous le recommande tellement. D'ailleurs, si vous voulez cette édition collector, je vous conseille de vous dépêcher parce que elles ne sont plus rééditées une fois qu'elles sont vendues. Donc si vous ne l'avez pas à temps, on va dire, vous n'aurez que la version normale, oui, la version simple, on va dire, donc la couverture est comme ça. Et à la fin, il y a des trucs en main aussi. Oui aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi des pages collector dans cette édition collector du coup. Et il y a aussi l'introduction d'un peu d'amour dans ce tome, donc c'est pas mal. Et les deux derniers livres, alors l'avant-dernier c'est Beneath a Sugar Sky de Shannon Maguire, le troisième tome de la série Wayward Children. J'ai enfin lu ce troisième tome. Et le quatrième tome sort le 9 janvier il me semble. Donc voilà, vous savez déjà ce que je vais acheter en janvier, voilà. Alors ici nous suivons un personnage dont je ne peux pas vous parler, puisque ça suit directement le tome 1. Alors le tome 2 est une préquelle, mais je vous conseille quand même de le lire après le tome 1, parce que sinon ça va vous spoiler des choses qui se passent dans le tome 1 et que le lecteur comprend pas tout ça, enfin, c'est compliqué.
Mais voilà, le tome 2 est à la hauteur, j'ai adoré. Et pour autant, ce n'est pas mon préféré. Parce que j'ai vu que beaucoup de gens ont préféré ce tome 3. Et moi je préfère le tome 2 parce qu'il y a une ambiance assez sombre, on suit des personnages que j'aime beaucoup. Là aussi on suit des personnages que j'aime beaucoup, mais c'est une ambiance plus... En fait c'est sombre aussi, mais c'est... Je sais pas, j'ai quand même préféré le tome 2. Et le tome 1 c'était un gros coup de cœur, donc voilà, c'est un peu moins un coup de cœur. Mais j'aime toujours autant l'écriture de l'auteur, j'aime toujours autant les réflexions, ici on se concentre sur la grossophobie. J'aime toujours autant la magie, les univers différents. Ici on explore aussi plusieurs univers, ce que j'ai trouvé sympa, puisque dans le premier tome on n'explore aucun et dans le deuxième on en explore un seul. Donc j'attends avec impatience le tome 4 et je vous ferai une chronique sur le blog, je ne l'ai pas encore faite. Et le dernier livre que j'ai terminé cette année, je viens de le finir en fait, c'est le carnet scientifique de Mathieu Vidard, que j'avais commencé en août et que je viens de finir seulement. Voilà. Bon, pas grand chose à vous dire à part que ce livre est génial et qu'on apprend énormément de choses sur plein de domaines différents, comme c'est écrit sur la couverture. Mathématiques, zoologie, anthropologie, anatomie, astronomie, psychologie, enfin voilà, par exemple si j'ouvre au hasard, on tombe sur le calendrier des prochaines éclipses de lune, sur En attendant le Big One, c'est-à-dire le grand séisme de la faille de San Andreas par exemple, Un homme hors du temps, les cycles du sommeil, l'horloge la plus précise du monde, la chronologie de l'évolution, enfin il y a énormément de trucs différents. En fait c'est des miscellanées mais concentrées sur les sciences. Par exemple on avait aussi les miscellanées de Monsieur Schott qui sont pas seulement concentrées sur les sciences mais qui parlent de tout. Et on a aussi les miscellanées entre guillemets de Bernard Werber qui se trouvent dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. D'ailleurs il y a une nouvelle édition qui est sortie et il me la faut. Voilà, là aussi c'était un petit peu de tout, histoire, science, tout ça. Et là c'est vraiment que de la science, donc j'ai adoré. Merci d'ailleurs à Raphaël de m'avoir conseillé ce livre parce que tu as eu raison. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Par exemple là, ça se présente comme ça. On a parfois des tableaux, des grilles, des chiffres évidemment. Voilà. Et c'était génial. Petite intervention du mois du futur. Je me suis seulement rendu compte hier, après la vidéo, après être partie me coucher, tout ça, que j'avais complètement oublié de vous intégrer dans la vidéo les calculs pour le Cold Winter Challenge et peut-être quand même un petit résultat pour Noël à Poudlard. Comme je vous ai dit, les 2 dernières parties du vlog arrivent, mais en gros j'ai réussi le challenge. Je ne vous dirai pas encore avec quel livre, parce que vous les avez déjà vus, mais vous les verrez surtout dans le vlog. Et pour le Cold Winter Challenge, j'ai fait mon petit système de points, petit calcul. Pour Blonde, je l'ai classé dans secret de famille, donc il m'apporte 1 point, puisque l'un des secrets dans le livre c'est l'identité du père de Marilyn. Magie secrète, je l'ai fait rentrer dans Flocon magique, donc fantasy, légende, écriture, conte. Et dans Stalagmite ensanglanté pour enquête, policier, thriller, puisque nous suivons un détective. Donc il m'a apporté 2 points. Je suis partie en promenade et j'ai joué à un jeu de société en famille, donc ça m'apporte aussi 2 points. Pour Antigone, j'ai mis secret de famille, vu que il y a une grosse révélation de Créon à Antigone à un moment donné dans la pièce. Je l'ai aussi mis dans Flocon magique, que je considérais que Deep était une légende, un mythe, donc je l'ai mis dedans, mais je sais pas trop si ça compte, sinon il m'apporte 2 points. Je suis à nouveau partie en promenade 2 fois et j'ai bu du thé de Noël, ça m'a apporté 3 points. Siegfried, pour les 3 tomes, je les ai tous les 3 comptés dans Flocon magique et dans Contes et légendes nordiques, donc ils m'ont apporté 6 points. Voilà, la série m'a apporté 6 points. Neige, je l'ai classé dans Flocon magique pour Contes, parce que pour moi c'était clairement un conte. Et c'était clairement fantastique à certains moments. Et Marcher dans la neige, puisqu'il y a des grands espaces, on est dans la nature, et le personnage parcourt une étendue de neige. La 7ème vague ne rentrait dans aucun challenge. J'ai à nouveau bu du thé de Noël et joué à un jeu de société en famille. Simon's Cat ne rentrait dans rien non plus. Plume, un amour de chat rentrait dans la magie de Noël, puisqu'il y a une partie sur Noël. Une vie au zoo, le tome 1 a compté pour marcher dans la nature pour moi. Enfin, marcher dans la neige pour moi, puisqu'il y avait beaucoup de... Enfin, c'est dans la nature entre guillemets. Il y a des passages dans la nature, tout ça, et on parle d'animaux. Bloc 2, je voulais le faire rentrer dans Flocon magique, vu qu'il y a quand même un double surnaturel de Maliki dans le livre Lady Bird. Il y a aussi Electro et Feu Animal, qui ne sont pas vraiment des êtres... comment dire, réels. Donc j'ai voulu le faire rentrer là-dedans, mais je sais pas trop si ça marche. Et il rentre aussi dans Noël, puisqu'il y a un strip de Noël dans le blog. Beneath the Sugar Sky rentre dans Flocon magique. Le carnet scientifique ne rentre dans rien, il me semble. Et j'ai à nouveau joué à un jeu de société en famille. Donc ça donne 26, donc je suis Jack Frost pour l'instant.
Voilà, donc finalement en fait je pense que j'arriverai à atteindre le niveau La Reine des Neiges. Vu qu'il faut avoir plus de 31 points, que je suis déjà à 26 et qu'on est que fin décembre, y a moyen. Voilà, retour à la conclusion de la vidéo. Et voici le bilan statistique. Alors le meilleur de ce mois-ci, j'ai même pas pris les livres, non mais sérieusement. La meuf elle sert à rien. Pas une vidéo, qu'est-ce que tu trouves? Alors, les statistiques du mois, les meilleurs sont Blog, tome 2 et Blonde de Joyce Carol Oates, évidemment. Le fail du mois, c'est Neige de Maxence Fermine, que en fin de compte, j'ai détesté. La surprise du mois, il n'y en a pas vraiment en fait, parce que... Parce qu'on s'en fout. Oh, parce qu'il n'y a pas vraiment de livres qui m'ont surpris au point de me dire « Oh mon dieu, je pensais vraiment détester et j'ai adoré ». Non. Mais la déception du mois, c'est la 7ème vague de Daniel Glatauer qui, comme je vous l'ai dit, me semble complètement inutile. Alors, ça donne 26 livres acquis. C'est dommage, j'avais si bien fait. Mais les 15 qui sont arrivés hier ont complètement démoli mon quota de livres pour l'année. Donc voilà. Et 15 livres lus. Pas mal. 3748 pages lues, sachant que j'ai pas compté les 500 et quelques pages que j'ai lues pour Warriors, qui comptera donc pour un mois en 2019 quand je l'aurai fini quoi. Concernant les genres, j'ai lu 5 romans, 2 contemporains, 2 fantasy fantastique, une romance, une pièce de théâtre classique, 5 BD, 3 fantasy fantastique mythologie on va dire, et 2 contemporaines. J'ai lu 3 mangas, 2 contemporains et 1 fantasy, et une non-fiction non-fiction scientifique. Concernant les séries, j'en ai commencé 3. Beauregard, Plume, un amour de chat et une vie aux eaux, que je pense continuer pour toutes. J'ai continué 4 séries, Simon's Cat, The Ancient Magus Bride, mais je ne sais pas si je continuerai cette série après. Blog, qui j'espère continuera, et Wayward Children. Et j'ai terminé 2 séries, Siegfried et Amy et Léo. Voilà, donc c'est tout pour ce bilan lecture. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je m'excuse si elle est un petit peu longue, mais bon, étant donné que c'est le mois entier et que j'avais 15 livres à vous présenter, c'était un petit peu compliqué de faire moins long. Merci beaucoup à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!